L'instruction, alimentée par de nombreux faits et témoignages, décrit Vincent Ntezimana comme un acteur direct du génocide. Le dossier est épais et doit conduire logiquement l'inculpé droit aux assises. Et pourtant, rien de pareil ne se passe. Mieux, en juin 96, alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu, le parquet général demande un non-lieu. Et au bout d'un an, qu'est-ce qu'on constate? Et c'est cela qui est évidemment extraordinairement étonnant, alors qu'il n'y a aucun élément nouveau. Les témoignages sont toujours là, les charges accablantes, les indices de culpabilité sont toujours les mêmes, rien n'a changé. Et alors que le dossier est donc le même, tout à coup, au bout d'un an, le procureur du roi va prendre, peut-être pas de sa propre initiative, mais va prendre ce qu'on appelle des réquisitions de non-lieu. Le procureur du roi va demander à la Chambre du Conseil que la procédure ne soit pas poursuivie, qu'on en arrête là, qu'on en reste là. Comment expliquez-vous ce brusque revirement? Je ne l'explique pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et chose plus étrange encore, je pense que le procureur du roi lui-même ne le comprenait pas, le juge d'instruction lui-même ne le comprenait pas, et manifestement, la Chambre du Conseil, la présidente de la Chambre du Conseil ne l'a pas compris non plus. Dans son livre, un historien avance cependant une explication. À Louvain-la-Neuve, une personnalité a pris avec force la défense de Vincent Ntezimana. Une des hypothèses que je formule est de tracer un lien entre la personne qui est, oserais-je dire, son protecteur. Donc, il s'agit de Jean-Pascal Van Ypersele, qui par ailleurs est bien connu comme climatologue à l'Université catholique de Louvain, et qui se trouve être le neveu du chef de cabinet du roi. Et effectivement, la lenteur avec laquelle le dossier a été traité amène à soulever la question de savoir si il n'y a pas eu une volonté de ralentir ce dossier, cette instruction. Et donc j'ai écrit une lettre ouverte disant les raisons pour lesquelles je pensais que M. Ntezimana était innocent. Enfin, vous avez quand même envoyé, disons, copie de tous ces éléments à votre oncle qui est chef de cabinet du roi, ce n'est pas n'importe qui. Pas spécifiquement, je veux dire, une lettre ouverte, c'est un document public, donc moi j'en ai envoyé, j'en ai distribué des centaines de copies, y compris à vous. Je ne sais plus du tout à qui j'ai donné et à qui je n'ai pas donné. Elle a certainement circulé dans ma famille, donc la probabilité qu'effectivement mon oncle l'ait reçue est grande. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, s'il l'a lu, je n'ai jamais eu de réaction de sa part, ça je peux vous l'assurer. Je dis tout simplement que l'on peut supposer que s'il a envoyé cette note à un homme aussi occupé que son oncle, ce n'était pas pour l'aider à caler un pied de table bancal. Surtout que vous y voyez déjà, notamment dans l'affaire du juge d'instruction Van der Merch, un premier résultat. Il est certain en tout cas qu'il est assez surprenant que le juge d'instruction ait reçu ordre de conclure à un non-lieu dans le rapport qu'il présentait à la Chambre du Conseil. Et il est encore plus étonnant, mais c'est tout à son honneur, qu'il ait décidé de passer outre et de maintenir les charges, de considérer en tout cas que les charges étaient suffisantes pour que le dossier poursuive sa route. Peut-être est-ce là une ébauche d'explication. Une telle acrobatie juridique, en tout cas, est extrêmement rare dans notre procédure. Comment l'expliquer sinon? Comment expliquer aussi qu'un tel dossier d'instruction, bouclé depuis des mois, dorme dans la poussière d'un palais de justice? Ces questions, 2 membres de la commission parlementaire d'enquête sur le Rwanda continuent de se les poser. On peut expliquer une certaine lenteur par la complexité des problèmes. Il s'agit de faits qui ont été commis en 1994. Il s'agit de ressortissants étrangers rwandais, des faits qui se sont passés à 7000 km d'ici. Donc le dossier est complexe. En même temps, je garde l'impression, la conviction que ces dossiers n'avancent pas vite. Pour quelle raison? Difficile à dire. Difficile à dire avec certitude. En tout cas, il apparaît
à tout le moins au début de la procédure, que des interventions ont eu lieu. Il ne me semble pas possible que autant de présumés génocidaires et certains des gros poissons puissent accéder au territoire belge sans bénéficier, peut-être pas nécessairement à un niveau hiérarchique très élevé, mais à un certain niveau en tout cas de complicité dans l'administration et dans la politique belge. Or, à l'heure où la justice est censée être une priorité générale pour la Belgique, on est face là à un déni de justice absolument extraordinaire. Il y a des génocidaires contre lesquels nous avons porté plainte en Belgique, qui sont relâchés, qui sont protégés. Vous les voyez pendant la commémoration du génocide. Ils se baladent à la basilique de Kuckelberg. Nous, on ne peut même pas y aller. Alors, comment voulez-vous que nous, on se dise qu'on a quelque chose à leur dire? On dirait plutôt qu'ils sont chez eux, quoi. C'est honteux pour nous. Chaque année, au mois d'avril, une messe anniversaire réunit à la basilique de Kuckelberg des proches de l'ancien régime rwandais. La basilique de Kuckelberg dépend directement de l'archevêché de Malines et qu'il faut l'autorisation de Malines pour utiliser la basilique de Kuckelberg. Ça se fait depuis 2 ou 3 ans consécutifs. Je crois que c'est absolument intolérable et inadmissible que dans l'édifice religieux le plus symbolique de la Belgique, celui où nos rois sont couronnés, celui où ont lieu les Tédéums annuels, qu'une série de sympathisants d'Abiyarimana, dont des présumés génocidaires, se réunissent en toute impunité pour commémorer la mémoire d'un assassin. Parmi les habitués de la basilique, un homme sur qui pèsent de lourds soupçons, Séraphin Rwabukumba, beau-frère de l'ancien président, homme d'affaires influent, actionnaire de la tristement célèbre radio des Mille Collines. J'ai publié en octobre 92 un petit document sur les escadrons de la mort au Rwanda. Je citais un réseau, un noyau central d'une quinzaine de personnes qui était en train de déstabiliser de façon violente le pays. Et en fait, ce réseau-là, ou ce noyau-là, est devenu le noyau génocidaire en 94. Une de ces personnes que je citais déjà en octobre 92 est M. Séraphin Rwabukumba, beau-frère du président Abiyarimana. Le réseau zéro, les escadrons de la mort, tout ça c'est quelque chose qui date depuis 1991 et qui en fait est lancé par l'opposition politique au Rwanda, soutenue par, et je vous cache rien, entre autres le professeur Ranges, entre autres Willy Kuipers, qui à l'époque ont, ensemble avec la Fédération internationale des droits de l'homme dirigée par Maître Gillet, qui ont organisé une campagne de déstabilisation du pouvoir au Rwanda. Nous avions, ayant pu vérifier cela sur le terrain, nous avions suffisamment d'éléments pour évoquer un projet de déstabilisation organisé du pays, qui s'est avéré par la suite un projet génocidaire, et une des personnes citées par ces différents témoins qui étaient bien au courant de l'organisation de ce réseau était M. Rwabukumba. Dès 1992, il y a des documents de l'ONU, de contact avec l'ambassadeur de Belgique aussi à l'époque, qui montrent que Séraphin Rwabukumba était un des principaux organisateurs des escadrons de la mort. Et dès 1992, il a été impliqué dans des massacres limités, mais déjà à grande échelle, dans certaines régions du Rwanda. J'ai tout expliqué au juge d'instruction. J'ai tout expliqué à la Sûreté nationale. J'ai écrit des lettres, des documents sont là. Celui qui a des preuves, il peut les envoyer tout de suite à la justice. Vous êtes innocent de tout ce qui s'est passé au Rwanda? Je suis innocent.
Protégées par les murs épais d'un monastère namurois, 2 religieuses rwandaises, sœur Gertrude et sœur Kizito, sont elles aussi soupçonnées d'avoir prêté main forte aux génocidaires, mais il est plutôt difficile de les rencontrer. Elles ne sont pas ici, donc c'est tout. Non, mais clairement, personne... Clairement, elles ne sont pas ici, monsieur, donc nous n'avons rien à voir là-dedans. Vous les avez hébergées pendant longtemps. Peu importe, voilà. Au revoir, monsieur. Merci. Sur place, au Rwanda, au monastère de Sovu, plusieurs témoins savent. Mais ils hésitent à parler. Ces femmes rescapées ont peur. Et puis aussi, elles voient qu'en 5 ans, rien n'a vraiment changé. Peu à peu, cependant, les langues vont se délier. Nous sommes arrivés ici le 17 avril. On commençait à brûler nos maisons. Nous sommes arrivés en courant au monastère. Arrivés à l'intérieur, ces 2 sœurs nous ont chassés. À ce moment, il y avait encore des blanches. Ils nous ont fait descendre jusqu'à là en bas. Il y a eu d'autres réfugiés qui sont venus se joindre à nous. Un jour après, les assassins sont arrivés et nous ont lancé une grenade qui est tombée sur les toits en tôle. Il y a eu seulement des blessés. Ils sont revenus, ils ont lancé une autre grenade. Nous avons fui vers le monastère et nous sommes passés au-dessous du portail que les sœurs avaient fermé. Nous sommes allés dans les salles du rez-de-chaussée. Une sœur qui s'appelle Skola a voulu nous ouvrir d'autres salles. Et sœur Gertrude et sœur Kizito sont arrivées. Il pleuvait abondamment. Ils lui ont interdit d'ouvrir d'autres salles. Mais j'avais oublié, les gens qui étaient en bas avaient pris des bâtons pour se défendre et les sœurs les ont désarmés et ont enfermé leurs bâtons dans les maisons près des garages. Le lendemain, sœur Gertrude et sœur Kizito ont donné une voiture aux gens qui étaient en formation ici pour aller chercher les gendarmes. Ils sont arrivés et nous ont fait sortir, nous ont mis devant l'église et nous ont dit qu'ils allaient faire une réunion, mais qu'il fallait sortir toutes nos affaires. La réunion n'a pas eu lieu. Et ils nous ont dit, retournez tous là-bas. Vous n'êtes pas de vrais réfugiés. Les vrais ont fui le FPR et se trouvent au camp de Nyatyonga. Vous n'êtes rien. Quelques 3000 réfugiés seront ainsi chassés du monastère vers le garage où ils périront, la plupart brûlés vifs. Pour moi, c'est un exemple symbolique, caractéristique, révélateur. Je veux dire qu'on a là tout ce qu'on essaye de dire au niveau d'une analyse, je dirais, de perspective critique du rôle de l'Église pendant le génocide. On a 2 sœurs qui ont refusé 7000 réfugiés Tutsis dans leur monastère pour cause de travaux. On a publié la lettre qui montre qu'elle demande au bourgmestre de la ville de sortir ces personnes-là pour que les travaux du monastère continuent. On est en plein génocide. Je veux dire, si ça ne suffit pas à la justice, aux organisations des droits de l'homme, pour montrer dans quelle situation ces sœurs se sont mises et ont mis la population locale qui n'avait que ce refuge-là, quand on enquête sur place, qu'une de ces sœurs a transporté les bidons d'essence que leur demandaient les miliciens pour mettre le feu au dispensaire ou au garage dans lequel étaient réfugiés environ 1000 à 2000 personnes, puisqu'ils ne voulaient pas, dans un premier temps, les recevoir dans le monastère, on mesure le degré d'implication et d'horreur de cette connivence et de la complicité de ces sœurs. Les sœurs se cachent. De toute évidence, elles ne souhaitent pas répondre à nos questions. À notre approche, les classes se vident subitement, le réfectoire aussi. Une religieuse se décide quand même et vient à notre rencontre. Elle s'appelle sœur Skola. C'est la seule dans toute la communauté qui conserve l'estime des rescapés. Pendant le génocide, sœur Skola a aidé les réfugiés, les a laissés entrer. Elle en a sauvé beaucoup. Mais sœur Skola, c'est aussi un témoin essentiel à charge de sœur Gertrude. Un témoin que les autorités religieuses ont voulu faire taire. On voit, quand on fait l'enquête et quand on voit l'inonymie, je dirais,
de ces mesures, de ces pressions, de ces envoyés spéciaux, notamment de cet envoyé spécial, le père Comblain, sur place, pour faire revenir sur leurs aveux de 2 sœurs qui disent oui, elles ont participé au génocide. Oui, elles n'ont pas reçu comme il le fallait ces personnes qui criaient secours parce que les génocidaires arrivaient avec des mitraillettes, avec des machettes, etc., etc. Quand on voit les pressions qui sont faites sur ces 2 sœurs pour qu'elles se rétractent, alors qu'elles ne se sont jamais rétractées, ce qui est l'honneur de ces 2 personnes-là, on mesure à travers le cas de Sauvou, je dirais, la stratégie, l'implication, les manœuvres de l'Église pour s'en sortir. La mission qui vous était confiée, c'était de ramener les 2 sœurs qui avaient fui en quelque sorte, de les ramener en Belgique, ou bien plutôt de les convaincre de ne plus accuser sœur Gertrude d'avoir participé au génocide? Oui, tout d'abord, de leur faire sentir qu'elles étaient dans la désobéissance. Ce qui, j'insiste, ne peut être compris que dans un contexte particulier. Et deuxièmement, qu'elles prennent une distance par rapport à la rumeur qui circulait que la sœur Gertrude était une génocidaire. C'était une rumeur, uniquement. Ah, c'était une rumeur, ça, absolument. Donc je n'ai jamais su, à ce moment-là, qu'il y avait un acte judiciaire, une instruction contre la sœur Gertrude. Il n'y en avait pas de reste. Le pouvoir en place, enfin le ministère, m'a accusé de vouloir soustraire les sœurs, la sœur Gertrude, à la justice. Ça, c'est ce qui est facile à dire aujourd'hui, mais à ce moment-là, il n'était pas question de justice pour la sœur Gertrude. Donc tout ça, ce sont des raconteurs dont profitent précisément les détracteurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes moins convaincu de l'innocence de sœur Gertrude? Non, moi je suis convaincu de son innocence. Ou bien on disait, on tue toute la communauté, ou bien on disait, mais il faut essayer de faire enlever ces gens qui sont réfugiés chez vous. Mais je dirais, elle a fait comme elle a pu. Vous voulez dire qu'elle a quelque part sacrifié des réfugiés pour sauver la communauté? Mais je crois qu'à ce moment-là, elle ne les a pas sacrifiés. Elle a osé croire qu'elle allait les sauver. Mais pas en les mettant dehors, quand même. Si, parce qu'elle croyait que le bourgmestre était de son côté.